Jean-Marie Serronier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les agriculteurs français sont pénalisés par les normes, selon vous? Oui et non. Ou- On mesure toujours les normes qui nous embêtent. Je rappelle que là, dans la loi, on rajoute énormément de normes. Hmm. On simplifie des choses, mais on rajoute des normes, notamment sur toutes les rustines qui sont mises sur Egalim. Nous sommes de retour en direct dans le live de TV Finance. Nous sommes le 30 juillet 2026, jeudi 30 juillet 2026, et il est l'heure de retrouver Jean-Marie Serronier, agroéconomiste, avec lequel nous allons tenter de comprendre le véritable sens et la véritable urgence de cette loi d'urgence agricole. Jean-Marie Serronier, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Jean-Marie, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Donc, je le rappelle, vous êtes agroéconomiste avec nous régulièrement sur Téléfinance et je vous en remercie beaucoup. Ça nous permet d'avoir un œil d'expert et vous éclairer nos lanternes. Merci beaucoup. Jean-Marie, la loi d'urgence agricole est présentée comme une réponse à la colère agricole. Mais est-ce une loi qui transforme réellement le modèle économique de l'agriculture française ou une loi qui donne surtout le sentiment d'agir ? Je pense que la réponse, c'est la deuxième élément de votre phrase. Cette loi, effectivement, est une réponse attendue depuis longtemps aux événements qui ont démarré en 2024. Et puis, il y a eu tous les changements de gouvernement, etc. Ça a été très compliqué. Au bout du bout, on a une loi qui n'est pas neutre, qui modifie un certain nombre de points, mais de manière, de points réglementaires. C'est des rustines, beaucoup des rustines qui sont mises sur des dispositifs qui marchaient plus ou moins. Alors que l'appel des agriculteurs en 2024 et repris en 2025, c'était beaucoup un appel sur le sens, sur où va-t-on. Et donc là, on n'a pas grand-chose, si ce n'est des éléments importants qui ont été rajoutés au dernier moment et sans véritable discussion. Et c'est là qu'il y a une véritable question. On a des mesures techniques, mais en même temps, une loi qui politiquement a fragmenté, a fracturé encore plus la société par rapport aux agriculteurs. Et le Parlement a été complètement fracturé sur le vote de cette loi. Exactement. Il y a le bloc de droite, les Républicains et le Rassemblement national, tous les députés ont voté pour. Le bloc de gauche, de LFI jusqu'aux écologistes, ils ont tous voté non. Et le bloc central s'est complètement dispersé entre des votes positifs, des votes contre et pas mal d'abstentions. Donc on voit bien que politiquement, il n'y a pas eu un débat important puisque tous les éléments se sont rajoutés lors de la commission mixte paritaire, que le ministère et l'agriculture étaient un peu en retrait. Donc on est passé alors qu'on avait un besoin de vision, on a une loi qui amène des éléments techniques, on va en reparler, mais qui amène pas mal de conflictualité. Exactement. Alors, on va parler du revenu en se posant la question, est-ce que la vraie faille ne serait pas là? Puisque cette loi veut renforcer le pouvoir de négociation des producteurs grâce à des indicateurs de coûts de production et des tunnels de prix. Vous allez nous rappeler ce que c'est qu'un tunnel de prix, Jean-Marie. Mais avant, donc, comme vous le dites, on parle beaucoup de normes, des pesticides ou de l'eau dans cette loi d'urgence agricole. Mais Jean-Marie, le vrai scandale, n'est-il pas qu'en France, beaucoup d'agriculteurs travaillent davantage sans réussir à mieux vivre de leur métier? Et finalement, est-ce que cette loi, elle change vraiment cette réalité? Alors, je crois qu'il y a un quiproquo assez gigantesque. Le revenu des agriculteurs, je ne vais pas me faire que des copains, je connais très très bien le monde agricole, mais le revenu des agriculteurs est plutôt pas mauvais ces dernières années. Alors on a tous en référence 2022 qui a été l'année sans doute de notre histoire, de toute notre histoire où les revenus ont été les plus élevés, donc bien sûr ça a un peu baissé, mais 2025, on a une augmentation, je crois, de mémoire de 25 ou 30% par rapport à 2024. Donc on n'est pas dans une situation catastrophique, c'est faux de dire ça. Par contre, on a et je l'ai dit, je vais dû le dire sur votre antenne, parce que c'est tous les années pareil, le souci qu'on a, c'est qu'on a des écarts extrêmement importants. Donc il y a des gens qui s'en sortent bien et d'autres de moins en moins. Mais c'est pas le niveau moyen qui pose problème. Mais c'est là la vraie difficulté. C'est comment régler le problème de ceux qui ne s'en sortent pas, de ceux qui sont obligés d'arrêter, parce que quand on dit que ça va bien, c'est pour ceux qui restent. Ceux qui n'y arrivent pas, il y en a qui arrêtent. Donc le vrai débat est là. Bon, c'est vrai que là, tout de suite, on a aussi une difficulté en ce sens que les charges ont augmenté, même si tout de suite on a plutôt une amélioration. Et puis l'autre fait nouveau,
c'est que habituellement c'était les éleveurs qui souffraient et les céréaliers qui se portaient bien. Et là, depuis 2-3 ans, c'est le contraire. Les éleveurs se portent plutôt bien, au-delà des aspects climatiques, dont on parlera peut-être, qui bousculent la donne là, cet été. Le prix de la viande bovine a quasiment doublé. Alors, tout de suite, tout le monde s'appelle parce qu'il baisse un peu. Mais il a doublé. On sait bien, je suis pas un financier, mais les financiers disent souvent les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Exactement. Voilà. Et le lait, c'est pareil. Ça fait 3-4 ans qu'on a des très bonnes années laitières, indépendamment des aspects climatiques ou sanitaires. Si le prix baisse un peu alors que les fondamentaux restent bons, il ne faut pas s'affoler. Il faut pas s'affoler. Alors, il y a quand même des statistiques qui sont quand même qui sont pas très bien orientées, puisque 43% des agriculteurs ne dégagent pas un SMIC de leur activité. Donc voilà, effectivement, il y a quand même 43% des agriculteurs qui ont du mal à boucler leur fin de mois, quoi qu'il arrive. Jean-Marie, comme vous l'avez dit très bien, et effectivement, chez nous, vous expliquez souvent que produire plus permettrait de mieux gagner sa vie, mais aujourd'hui, produire plus peut aussi vouloir dire investir davantage, s'endetter davantage et parfois gagner moins. Est-ce que le modèle du toujours plus est arrivé au bout de sa logique selon vous ? Alors, je crois que c'est là qu'on a un véritable dilemme politique. Est-ce qu'on veut une politique, on veut orienter notre agriculture vers une production importante, sachant que par ailleurs notre population diminuant ou se stabilisant puis diminuant, la population européenne diminuant, la consommation intérieure va diminuer, elle diminue déjà un petit peu. Donc ça veut dire que si on continue à produire, il faut augmenter nos exportations. Donc est-ce que c'est la vision que l'on a ? Et là c'est une question véritablement politique, la loi elle passe complètement à côté. Versus on diminue nos productions de manière drastique. Alors, c'est tout un élément de politique et de cohérence à avoir. On diminue notre production pour protéger davantage notre environnement. Et puis, il y a la troisième voie qui est celle à laquelle, personnellement, j'adhère, que je défends. C'est de dire on peut produire au moins autant et sans doute plus en diminuant notre impact environnemental, en préservant l'environnement, la biodiversité. Et ça a un nom qui a été décrié, mais ça a un nom que les agronomes dont je suis défendent, c'est l'agroécologie. Exactement. Alors justement, cette loi, elle facilite, elle veut en tout cas faciliter le stockage de l'eau et elle prévoit d'ailleurs en plus, en outre, des dérogations pour certains pesticides. Est-ce que ça répond réellement aux défis de demain ou est-ce que juste on cherche à préserver un modèle agricole qui est déjà en train d'évoluer par lui-même en fait ? Alors, on veut maintenir un système agricole et on ne se pose pas des questions véritables de son évolution. Ça me paraît clair. Deux choses différentes. Les logiques sont complètement différentes. Sur les pesticides, on va aller vite. Je rappelle que le gouvernement ne voulait pas qu'il y ait la question des pesticides dans cette loi. Il a été obligé de négocier avec les Républicains qui avaient la main là-dessus. Je rappelle que Laurent Duplon, porteur de la fameuse tentative de loi Duplon, est un républicain, c'est un agriculteur mais il est au républicain, et que la ministre vient des républicains. La ministre est d'ailleurs très très discrète sur cette question. Donc il y a eu une négociation en fin de parcours, parce que ce n'était pas du tout prévu. Et le ministre avait dit, le Premier ministre avait dit, on ne mettra pas les phytosanitaires, à vous parlementaires de voir ce que vous faites. C'est le contraire de développer une vision. Au bout du bout, on autorise, enfin on n'autorise pas d'ailleurs, la loi prévoit que le ministre peut demander à l'ANSES une dérogation. Donc c'est pas le pouvoir politique qui décide. Et ça, sur le fond, je trouve que c'est très bien. Jusqu'en 2016, ça n'était pas les parlementaires qui décidaient de réglementation phytosanitaire. C'était des experts. Je rappelle que les experts et les chercheurs, c'est deux choses différentes. Les experts. Et donc là, l'ANSES a le pouvoir, sur demande du ministère de l'Agriculture, d'autoriser pendant 1 an, renouvelable 2 fois, donc pendant 3 ans, une expérimentation, sous réserve qu'il n'y ait pas de problème pour la santé, sous réserve que les travaux de recherche avancent pour substituer. Et ça porte sur un néonicotinoïde, l'acétamipride, uniquement sur les noisettes,
Donc là, ça a été rajouté au forceps. On peut se demander pourquoi on a fait ça, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour mes amis du Lot-et-Garonne, puisque l'essentiel de la production est en Lot-et-Garonne. Mais c'est peanuts. Ça représente, je crois, 7000 hectares, 350 producteurs. Et on importe 70% de nos noisettes. Donc le vrai débat eût été, est-ce qu'il faut continuer à produire des noisettes, ou considérant que l'environnement, on arrête de manger les noisettes pendant qu'on n'a pas trouvé de solution. Voilà. Et j'avais fait un petit calcul de tête comme ça. Je crois que la marge brute dégagée chaque année par les noisettes, c'est 20 millions d'euros. Donc si on indemnisait les producteurs, c'était pas des sommes dramatiques. Voilà. L'autre produit dont je n'arrive pas à mémoriser le nom, qui n'est pas un néonicotinoïde, mais qui est à peu près excusez-moi, je lis parce que j'arrive pas à le mémoriser. Le flupiradifurone, qui a le même mécanisme que les néonicotinoïdes, c'est-à-dire que juste un petit peu de biologie, il agit sur les récepteurs de l'acétylcholine, donc sur le système nerveux. C'est exactement le même mécanisme que les néonicotinoïdes. Et donc là, il est réautorisé on peut le réautoriser en traitement des semences de betterave et en pulvérisation sur le cerisier et les pommiers, parce que dans les deux cas, il n'y a aujourd'hui pas d'alternative. Donc, est-ce que c'est un recul ? Moi, je trouve que on a interdit, on réautorise, on peut considérer que c'est un recul, mais en même temps, on s'adapte, puisqu'il n'y a pas de solution, et nos filières, il faut quand même qu'elles tiennent la route. Et le fait d'y aller doucement, et que ce soit pas soumis à la politique, personnellement, je trouve que c'est une avancée. Et alors, tout le monde s'est polarisé là-dessus, mais c'est mineur dans la loi. C'est rien du tout par rapport à la loi. Et ça a été rajouté au dernier moment. Sur deux choses. Une chose extrêmement importante. Et là, je trouve ça personnellement assez scandaleux. Une chose absolument importante, assez scandaleuse sur la méthode. Il a été rajouté au dernier moment dans la commission paritaire, donc dans laquelle les Républicains sont majoritaires, donc sans débat véritable, le fait de doubler d'ici, je ne sais plus, 2035, je crois, de doubler en 10 ans les capacités de stockage d'eau. Donc ça, c'est pas neutre du tout. C'est clairement un modèle agricole. Et ça n'a absolument pas été débattu. Ni par les organisations qui l'ont demandé, bien sûr, enfin pour certaines, pour la FNSEA et la coordination rurale, ni dans l'opinion, ni dans les parlementaires. Personnellement, je trouve que c'est bien, mais sur le fond, je trouve que la méthode, c'est vraiment une méthode de fracturation, alors qu'on a besoin d'une vision. Alors comment on va doubler, ça on ne dit pas. Alors effectivement, on a besoin d'une vision. Jean-Marie Serronier, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les agriculteurs français sont pénalisés par les normes, selon vous ? Oui et non. On mesure toujours les normes qui nous embêtent. Je rappelle que là, dans la loi, on rajoute énormément de normes. On simplifie des choses, mais on rajoute des normes, notamment sur toutes les rustines qui sont mises sur Egalim. On va reparler peut-être des tunnels, mais tout ça, c'est des rustines qui sont mises sur la loi Egalim. C'est la 3e. Ça fonctionne pas. Chaque fois, on met des rustines, des trous dans la raquette. On a la même chose sur le foncier, avec les SAFER. On remet des normes, des trucs, des obligations. On voit ce qui nous pénalise. Et c'est clair. C'est pour ça que personnellement, je pense que sur les produits phytosanitaires, la réglementation devrait être directement européenne. Mais alors justement, est-ce que le vrai problème... Excusez-moi, je vais rajouter une chose. On ne voit pas les éléments qui sont plus favorables chez nous et plus défavorables ailleurs. Et tout à fait. Ça, il n'y a pas que dans le monde agricole que voilà. Donc c'est quand même un peu pervers cette histoire. Et en gros, quand on regarde nos performances, on a des performances moins bonnes que nos voisins. Et quand on voit les écarts de performance chez nous, c'est pas une question de normes. On est complètement d'accord. C'est-à-dire que si demain on supprimait toutes les contraintes administratives, en réalité, on ne serait pas plus compétitif. Non, et puis c'est une fois d'emploi, pas possible. Ok, on va revenir sur la loi Egalim, négociation, tunnel de prix. Cette loi veut justement imposer des tunnels de prix. Est-ce que ça a du sens, des tunnels de prix, dans une agriculture totalement mondialisée ? Alors, les économistes que nous sommes peuvent dire mais non, c'est un non-sens. Ça a du sens sur un marché fermé. Et je vais prendre un exemple. Ça a du sens sur un marché fermé. Dès lors que le marché est ouvert, et je rappelle que sur pas mal de productions, nous sommes de grands exportateurs, ça n'a pas de sens. Parce que si le tunnel de prix est défavorable aux acheteurs, ils vont importer. Et si le tunnel de prix est défavorable aux exportateurs, ils ne vont plus exporter. Donc là c'est quand même un vrai souci. Pour autant,
Le tunnel de prix dans une organisation interprofessionnelle n'est pas forcément une erreur, une bêtise, mais il faut une interprofession solide. Et une interprofession, c'est-à-dire que tous les maillons sont d'accord. Je prends un exemple caricatural que tout le monde connaît dans le monde agricole, c'est l'exemple du comté. Il se trouve que j'étais en vacances dans le Jura la semaine dernière. Le comté, les producteurs vivent bien, hein. Là où le lait est payé 400, 450, peut-être un peu plus tout de suite, chez eux, le même lait est payé à 700, 750 euros. Pour autant, ils ont pas vraiment un tunnel de prix, mais c'est quasiment ça. Ils ont un cahier des charges extrêmement strict, des volumes extrêmement stricts, qu'ils ont baissé parce que le marché avait un peu reculé, qui est mis de manière négociée par tout le monde. Et le prix, il n'y a pas un tunnel de prix, mais il y a une transparence sur le prix. Chaque opérateur doit indiquer le prix auquel il paye. Donc il y a une espèce de lissage qui se fait. Mais tout ça, parce que les volumes sont réglementés, c'est pas la réglementation justement, ils sont régulés par l'interprofession. Donc ça c'est gagnant. On a un peu la même chose dans des proportions différentes sur le champagne avec les stocks de report. Donc dès lors que la production est véritablement organisée, ce que refusent beaucoup de filières, mais si elle est véritablement organisée, le tunnel de prix n'est pas idiot. Mais dans l'absolu, c'est une grosse bêtise, de manière générale. Et ce qui n'est pas clair dans la loi, j'ai relu encore hier soir, mais je n'arrive pas à comprendre, est-ce que les tunnels de prix deviennent peuvent être une obligation décidée par le ministre, ou est-ce que c'est une autorisation qui est donnée aux interprofessions? Si c'est une obligation donnée par le ministre, une injonction, alors là, vraiment, c'est une bêtise, même si la ministre a dit qu'elle ne le ferait pas. Si c'est une possibilité donnée aux interprofessions, donc par accord de tous les maillons, et qui s'étendent à tous les producteurs de la filière, c'est peut-être pas totalement idiot, mais c'est vraiment très très minoritaire et ça peut déjà se faire. Mais ça peut déjà se faire. Jean-Marie, si vous deviez résumer l'avenir de l'agriculture française en une alternative, laquelle choisiriez-vous? Produire plus, produire mieux ou produire autrement? Alors, entre mieux et autrement, ça veut dire moins bien. Non, moi je crois, je suis convaincu, mais ça c'est mathématique, que le marché intérieur va baisser. Donc, soit on réduit, on réduit le surface, on réduit la production par unité. Ça me paraît, je suis pas du tout régressif, moi, ou décroissant. Soit on travaille pour produire mieux en diminuant notre empreinte. Et dans pas mal de cas, vous savez que j'ai été longtemps directeur d'un centre de gestion, dans beaucoup de cas, il y a une compatibilité entre la performance économique et la performance environnementale, simplement parce qu'on économise des intrants, on est plus autonome. Donc je pense que c'est la vraie voie, mais pour ça, il faut plusieurs choses. Il faut affirmer clairement que c'est ça qu'on veut faire. Se donner les moyens et orienter l'INRA, qui fait un peu ce qu'elle veut, l'orienter un peu comme elle fait Stéphane Le Foll, l'orienter dans des sens de recherche assez précis, plus toute la recherche plus générale bien sûr, mais et mobiliser tout le développement agricole dans lequel j'ai fait toute ma carrière pour faire avancer dans ce sens-là. Et les agriculteurs, ils sont pas fous. Ils comprennent vite en fait. D'abord, ils comprennent leur intérêt à très court terme, et si on leur explique, ils comprennent leur intérêt à long terme. Et Jean-Marie, si rien ne change, dernière question, quelle sera selon vous la prochaine crise agricole française? La prochaine crise agricole, ça va être la crise de l'eau. Oui, évidemment. De l'eau et de la chaleur, parce que tout de suite, là, on a appris, c'est revenu parce qu'on en parlait très très peu. Il y a des crises de ce qu'on appelle le sèche-cheveux, l'effet sèche-cheveux. Il y a des plantes, il fait très chaud, vous pouvez arroser tout ce que vous voulez, ça change rien. Le feuillage va disparaître. Donc il y a vraiment un problème d'eau. Et le deuxième problème, on a eu déjà plusieurs alertes, c'est la question sanitaire. Avec le changement climatique, nous arrivent des parasites ou des vecteurs de parasites du sud. On l'a vu avec la DNC, on a régulièrement l'influenza aviaire. Donc on arrive à se protéger parce qu'on a une organisation solide, mais il faut qu'elle tienne. Il faut qu'elle tienne. Les incendies, dernière question, Jean-Marie, d'actualité. Alors, bonne nouvelle, il commence à être, en tout cas, mieux maîtrisé qu'il y a quelques jours. Est-ce que, d'un point de vue agricole, l'impact va être dramatique? Alors, les incendies, je fais une toute petite seconde personnelle, me touchent personnellement, parce que je suis bordelais d'origine. J'ai une partie de ma famille qui n'a pas été touchée directement, avec des amis qui ont été touchés, qui ont été évacués.
La partie agricole. D'abord, sur l'aspect, je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui ont hurlé contre la préfète de Nouvelle-Aquitaine, qui avait dit aux agriculteurs arrêtez de venir n'importe où avec vos tonnes à eau. En fait, c'est pas ça qu'elle a dit. J'ai écouté longuement. Elle dit aux agriculteurs on a besoin de votre aide, mais ne faites pas n'importe comment. N'allez pas vous balader avec vos tracteurs de votre propre initiative, parce que à la limite vous pouvez vous mettre en danger. Il y a toute une procédure, il y a des numéros d'appel. Et appelez et on vous dira où amener votre tonne d'eau. Parce qu'il y a eu beaucoup de soutien par les agriculteurs, de soutien aux pompiers. Ça, c'est vraiment la grandeur du monde agricole. Ils rouspètent, on dit toujours, ils sont toujours en... Mais quand il y a un problème, quand il y a eu les tempêtes, quand il y a des inondations, quand les routes sont bloquées, on a eu ça chez nous avec la neige il y a une dizaine d'années, et c'est les agriculteurs qui sont allés secourir tout le monde. Donc ça, c'est une chose. Sur l'incendie, ça se passe en forêt. Et donc, il y a eu, mais ça a bien fonctionné. Il y avait un grand risque pendant la moisson, puisque les machines, si elles tapent des cailloux, ça fait des étincelles et ça peut mettre le feu à la paille, voire au champ de blé ou d'orge. Et donc, il y a eu des précautions de prise. On a demandé aux agriculteurs d'avoir des tonnes à eau justement près de leurs parcelles, et il y a eu beaucoup d'arrêtés préfectoraux interdisant de semer, de récolter entre le milieu de journée et le soir, là où vous êtes le plus chaud, et habituellement là où on récolte. Donc les agriculteurs se sont adaptés et ils ont récolté la nuit. Par contre, il y a des zones où ça a posé un problème parce que les centres de collecte, à cause du droit du travail, il n'y avait pas de dérogation. Donc c'était un peu compliqué. Les agriculteurs devaient stocker et re-rapporter au point de collecte. Donc il faut adapter le code du travail pour s'adapter, qu'on s'adapte tous aux nouvelles conditions de température. Aux nouvelles conditions de température, effectivement. Eh bien, écoutez, Jean-Marie, ce sera le mot de la fin. Donc, dans un contexte de volatilité des prix, de changement climatique et de compétition européenne, eh bien, la question reste ouverte. Est-ce que cette loi d'urgence agricole va être suffisamment, va être capable de changer la donne? Pour moi, elle amène des rustiques, sauf sur la question de l'eau, où là, si c'est vraiment suivi les faits. Et puis il y a eu des questions aussi, on n'en a pas parlé sur le. Ça c'est curieux. L'État redit qu'il doit faire ce à quoi il s'était engagé à faire, c'est-à-dire d'augmenter dans les cantines, la part de produits locaux. Donc il n'a pas fait et il refait une loi pour dire qu'il faut qu'il le fasse. Bah écoutez, effectivement, on marche souvent sur la tête, mais en tout cas, l'idée, le principal, c'est d'avoir des idées quand même en réalité. Ok, mais on a vraiment besoin de travailler sur une vision. Et on a vraiment besoin de travailler là-dessus. Merci beaucoup, Jean-Marie Serroni, d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes agroéconomiste avec nous régulièrement sur Téléfinance pour nous éclairer, comme vous venez de le faire, sur le monde agricole et ses contraintes et ses perspectives. Merci beaucoup. Bel été à tous. Jean-Marie Serroni, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. De notre côté, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet tvhmedia.fr ou bien sur notre chaîne YouTube Téléfinance, chaîne sur laquelle vous pourrez retrouver notamment cette interview de Jean-Marie Serroni. À très bientôt. Je vous donne rendez-vous demain à 8h55. À demain.